J'étais dans une situation toxique, j'ai avancé, j'étais dans la rue, j'ai avancé. J'étais dans le foyer, les gens me regardaient bizarrement dans le foyer, j'étais toujours bien looké, tout ça, avec mes vernets des fois, et ils me regardaient bizarrement, mais je m'en fous. Je me dis, non, j'avance avec un courage, je ne sais pas où il vient d'où ce courage-là. Des fois, je me pose des questions sur moi. Vous écoutez Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Je me présente, je suis Riyad, je viens d'Algérie, je suis réfugié, queer, bien sûr. Ça fait 5 ans que je suis là en France et je suis chimiste. Donc je travaille dans un laboratoire d'analyse pour les métaux lourds. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée en France ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'étais en Algérie et j'avais un déclic. Je me dis, non, c'est pas la vie que je cherche. Et je dis, non, ça me correspond pas. Et je suis parti grâce à une personne que j'ai rencontrée. Je suis venu en France, il m'a hébergé, on a eu une relation après. Et grâce à lui, donc j'ai fait une demande d'asile et je l'ai eu rapidement, en 6 mois. Je suis arrivé en 2018, en 2019, j'ai eu la réponse. Après, le parcours, c'était après ma séparation. Je me suis retrouvé dans la rue et je me suis retrouvé tout seul. Et c'était vraiment, je vais faire quoi ? Je dois aller où ? Je dois retourner au bled. Et c'est pour moi, non, no way, je ne peux pas retourner d'un pays où je me suis enfui, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas en sécurité. Et donc, j'ai décidé de me dire, je nage dans le brouillard et je vais voir où je vais aller. Donc j'ai cherché un travail. Heureusement que j'ai trouvé rapidement. Et après ça, je fais des contacts, une connaissance au boulot. Elle m'a permis de me louer un appartement à elle. C'était pas ouf, mais ça m'a permis d'avoir un toit et d'avoir des fixés d'objectifs. Comment je vais faire après. C'était le Covid, donc c'était un peu difficile après. Et donc je me suis retrouvé isolé encore une fois, dans un pays que je ne connais pas, avec des gens je ne les connais pas, avec une culture je ne la connais pas très bien. Et je me suis dit comment je vais faire. À un certain moment, j'ai rentré dans des dépressions. Je me dis je ne vais pas m'en sortir, mais j'ai toujours l'espoir en disant il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Pour moi, c'était une nouvelle vie et un nouveau objectif, de se stabiliser en France. Je voudrais revenir sur le début de ton parcours. Comment ça se passait pour toi en Algérie ? Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu partir ? En Algérie, j'avais un parcours un peu normal, donc d'un mec gay qui était discret, qui essaye toujours de vivre le jour le même. J'ai fini mes études, après j'ai commencé à travailler et après ça m'a fait le déclic parce que j'étais agressé plusieurs fois, verbalement et la dernière fois c'était physiquement. Et j'ai pas trouvé le soutien ni par la communauté LGBT en Algérie et j'ai pas trouvé le soutien nulle part. Donc j'ai pris le déclic de partir en disant que ça va être mieux ailleurs. J'ai contacté une association qui s'appelle l'Ardis. Ils m'ont guidé, ils m'ont un peu donné quelques astuces, quelques références et tout ça. Et c'est grâce à eux que je suis venu ici. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les missions de l'association Ardis ? L'Ardis, c'est une association LGBTQ+, pour les demandeurs d'asile, réfugiés, qui viennent partout du monde. Ils les aident à construire leur dossier, à écrire leurs histoires. Et même s'ils ont un problème, on va dire, psychologique, ou problème de logement et tout ça, ils pourront les aider. Donc ça dépend le cas de chaque personne. C'est des bénévoles qui aident les gens réfugiés qui viennent d'autres pays, qui font une demande d'asile. Voilà, c'est ça l'Ardis. Donc j'ai commencé par le premier objectif, que je dois avoir un travail pour avoir un salaire pour payer mes factures. Parce que là, j'ai découvert un autre univers. Factures, impôts, il y a beaucoup de choses à payer ici. Donc c'est un peu... Il y a tout, c'est un peu différent. Donc, on découvre ça et on dit, il n'y a pas quelque chose qui est gratuit ici. Donc, je me suis dit, travail, objectif atteint, le travail, c'est bon. Et après, je me dis, comment je vais faire pour un logement ? Je suis logé chez une amie, mais elle ne peut pas me loger plus. En même temps, ce n'est pas une amie, c'est une collègue. Je cherche un logement. Alors, les agences, malgré que tu as un salaire, malgré que tu as une fiche de paye et tu as les impôts, ça ne marche pas.
il y a toujours un refus. Et il ne répond pas. J'essaie de savoir pourquoi. Pas de réponse. C'est zéro. C'est le désert total. Je me dis, je suis complètement perdu. Je fais vers quoi? Et là, la seule solution, c'est un foyer. Et c'était hyper difficile pour moi de me retrouver dans un foyer. Et maintenant, est-ce que tu es toujours dans un foyer? Heureusement, non, je ne suis plus dans un foyer. Heureusement, j'ai passé 1 année et demie dans un foyer. J'avais la honte. Je dis à personne que j'étais dans un foyer. Parce que quand je dis que je suis à un foyer, les gens s'enfuient. J'ai l'impression que j'ai de la peste. Heureusement, j'ai tombé sur des bons amis. Ils étaient toujours là pour moi. Ils m'ont soutenu. Et là, je suis dans un HLM. Donc, j'ai pu réussir grâce à mon travail. Un HLM, ça fait 1 année. Je suis bien. Voilà, je commence à construire une nouvelle vie pour moi. Les droits des personnes migrantes et réfugiées sont de plus en plus attaqués, notamment avec la récente loi immigration. Quel regard tu portes, toi, là-dessus? Le problème, c'est qu'avec cette loi qui va changer, je trouve qu'on va perdre beaucoup d'avantages. Déjà, c'est difficile pour accéder à nos droits. Et là, ils vont limiter encore plus. Et ça me touche parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de courage, parce qu'ils sont courageux de partir de leur pays pour venir ici. Et quand ils viennent ici, ils sont cassés, doublement cassés. Et je trouve que c'est un peu triste. Moi, je ne trouve pas des mots pour ça, parce que ça me touche beaucoup. Quand je les vois dans la rue, je sais, j'étais comme eux, ils sont comme moi. Et j'essaie d'apporter ce soutien le maximum pour eux. Pour le moment, le seul soutien que je peux dire aux gens, il ne faut pas perdre espoir. Il faut s'accrocher dans la rue, ailleurs, dans des foyers. Il faut toujours garder espoir. Quelle place a occupé ton orientation sexuelle aussi dans ton parcours? Être gay, déjà au bled, c'était très difficile pour moi. C'était toujours rejeté. Et le côté rejet, ça m'a un peu détruit à l'intérieur. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour me découvrir et me reconstruire encore une fois. D'être rejeté par tout le monde et venir ici en disant que ça va être mieux. Je me dis, c'est l'espoir, c'est la vie, je vais me sentir mieux, tout ça. Mais la réalité, c'est hyper difficile, que c'est pas facile de s'intégrer. Et quand tu rajoutes t'es gay, rebeu, gay, musulman, c'est très compliqué. Des fois, ils comprennent pas. T'es gay, mais t'es musulman. Comment ça se fait? C'est une religion qui accepte pas. Chacun, il voit les choses. Mais pour moi, c'était très compliqué d'affirmer ce côté-là. Et donc, j'ai dû faire des sacrifices pour venir ici. Quel genre de sacrifice est-ce que tu as dû faire? J'ai sacrifié la plupart de mes amis, j'ai sacrifié la plupart de ma famille, j'ai sacrifié la plupart de ma carrière au bled et j'ai sacrifié ici que je dois accepter le rejet des autres et accepter que les gens ne vont pas changer. Et là, je me dis, maintenant, je vais faire autre chose. Je fais des événements. Là, j'ai fait un petit événement match de foot à Saint-Ouen. C'était génial. Je fais des sorties, je fais des tables rondes, je parle, je m'exprime, j'apprends des autres que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et j'apprends mon soutien aux autres. Donc, toutes les informations que j'ai récupérées dans mon parcours, je les donne, je ne les garde pas pour moi parce que partager pour les autres, c'est important. Pour les demandeurs d'asile, c'est important parce que quelqu'un qui vient et ne sait pas où chercher, bien, je le donne. Je lui dis, viens, tiens, ça, j'ai fait ça, essaye de le faire, peut-être ça va marcher pour toi. Pour moi, ça m'a marché et je n'ai jamais perdu espoir. Le principe, c'est toujours dire, il y a toujours un chemin, le chemin est clair, donc il faut sûrement avancer. Tu es très investi dans la maison de quartier de Saint-Ouen, auprès de l'association Shams, qui soutient les réfugiés queer du Maghreb et du Moyen-Orient. D'où elle te vient cette volonté de donner aux autres? Moi, j'ai grandi avec une famille, on donne aux autres. Ce que j'ai appris à ma famille, il m'a appris quelque chose, c'est de donner aux autres. Si on a quelque chose, malgré qu'il est minime, il faut donner. Parce que quand on reçoit et on donne, on peut recevoir encore plus. Et donc, je me suis dit, j'ai grandi avec cette mentalité de donner et je voulais donner ce que j'ai pu acquérir grâce à mon expérience. Et c'est ce côté-là, c'est pour ça que je donne aux autres. Et ça m'a aidé aussi de découvrir la maison de quartier de Saint-Ouen. J'encourage tout le monde d'aller là-bas. Sincèrement, il y a beaucoup de chaleur là-bas. Et chaque fois, je ne suis pas là, ils me disent « Ah, t'es où? On ne te voit pas, c'est pas bien, il faut revenir et tout ça. » Ils me cherchent et je sens que c'est un foyer. La maison de quartier, c'était pour moi le foyer que je n'avais pas ailleurs. Et donc,
Je salue tout le monde de la maison de quartier de Saint-Ouen, de Landy. Voilà, j'espère qu'ils vont bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association Shams? Comment est-ce que tu en as entendu parler? Comment est-ce qu'elle vient en aide aux réfugiés queer du Maghreb et du Moyen-Orient? Shams, j'ai rencontré grâce à une amie, Samira. Elle m'a dit « Ouais, c'est sympa et tout ça ». Elle fait des tables rondes spirituelles. Et là, je me suis intéressé plus. Donc, elle m'a donné l'envie d'intéresser à Shams. Et je me suis dit « Ah oui, c'est mon parcours ». Donc, moi, j'ai un parcours de demandeur d'asile. Et là, je me dis « Là, c'est l'occasion aussi de reprendre tout mon parcours, toutes mes notes et donner aux autres comment ils devront faire, c'est quoi les démarches. » Et donc, simple, on aide les gens rebeux, maghrébines, arabes, LGBTQ+, plus arabes, Moyen-Orient, on les aide à faire une demande d'asile. Et aussi, des fois, ils ont besoin d'un soutien moral, parce que des fois, ils ont des questionnements au niveau de la religion, au niveau de beaucoup de choses. Donc, on essaie d'apporter ces réponses à tout le monde. Est-ce que tu as le sentiment qu'il te reste encore des choses à accomplir? Quand je vois l'avenir, quand je vois le parcours que j'ai envie de le faire, ben, c'est pas... On trace tous un chemin, on fait tous des objectifs dans la vie en disant que voilà, on va avancer dans plusieurs domaines. Ça fait une année, j'ai jamais mis dans ma tête, je vais faire maintenant les événements, c'est pas maintenant. Pour le moment, je me dis, je suis pas encore prêt, mais je me suis posé la question, quand est-ce que je serai prêt si je fais pas maintenant? Et je me suis dit, ah non, je vais le faire. Si ça casse, ça casse. Si ça foire, ça foire. Si ça réussit, ça va être bien pour moi et bien pour les autres. Mais s'il y a des choses à changer, je les change. Je ne vais pas avoir peur parce que la peur, elle est derrière moi. Et donc, je veux avancer. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus fort et de plus précieux aussi dans la communauté queer en France? Qu'est-ce qui t'a touché le plus chez LE? Le truc qui m'a touché en plus, quand j'ai commencé à les côtoyer et tout ça, ils sont fiers d'eux-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut être toujours fier de soi-même. Ça m'a touché. Et la chose qui m'a touché encore, ils sont positifs, ils avancent, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas cette peur de société. Ils s'en fichent complètement de la société. J'ai appris à dire, ça ne m'intéresse pas de l'avis des autres, en fin de compte. C'est mon avis qui m'intéresse, ce que je rapporte aux autres. Je prends le positif comme je prends le négatif, mais ça ne va pas m'impacter. Par contre, j'ai remarqué aussi que dans notre milieu, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, qui cherchent quelque chose et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent. J'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Et donc, c'est un message que je renvoie à tout le monde. Soyez pas perdus, soyez vous-même. N'arrête pas de chercher et laisse la vie t'emmène et tout ça. Donc, easy, on est tous pareils, on n'est pas obligé de se juger, on n'est pas obligé de se mettre en case. Parce que quand on se met en case, on va devenir tous comme les hétéros. Nous, on ne veut pas se mettre comme les hétéros. On oublie la case. Quel message tu voudrais faire passer aux personnes qui sont plus privilégiées que toi et qui pourraient aider des personnes comme toi? Pour les gens privilégiés, ça c'est une question que j'ai posée avec mes amis, on a parlé, et j'ai dit, vous êtes privilégiés, vous avez tout, vous ne faites pas d'effort pour quelque chose que moi je dois faire 4 fois ou 6 fois l'effort. Pour moi, pour un hétéro qui est rebeu, il fait 4 fois, moi je dois faire 10 fois. Donc il y a une différence. Et donc je lui dis, non, vous ne faites pas beaucoup d'efforts, il faut que vous vous mettez à ma place. Vous n'arrivez pas à prendre ma peau et dire, oui, on va se mettre. Non, vous n'arrivez pas. Ça, je comprends. Il n'y a pas de souci, mais seulement essayez d'imaginer le 10% que j'ai vécu dans la vie, que même les gens qui sont partis réfugiés ou demandeurs d'asile, qui sont partis de loin pour venir en Europe, pour vivre leur vie dignement, déjà, il faut seulement l'imaginer, les 10%, c'est dur, c'est un poids, il est dur, et pour l'enlever aussi, c'est dur pour l'enlever. Donc pour moi, c'était vraiment... Donc j'essaie d'expliquer ça et ils n'arrivent pas à comprendre. S'ils n'arrivent pas à comprendre, venez écouter les histoires, venez écouter les témoignages des gens, venez chercher les informations. On est là pour parler, mais sans jugement. Et après, c'est à vous de décider. On a besoin d'aide, bien sûr. On a besoin de soutien. Si vous rapportez quelque chose, malgré ces 1% que vous rapportez, ça sera très bien pour nous et on l'accepte. Et quand on l'accepte, on le prend. Et on essaie de s'adapter avec. Pour nous, les 1%, ça devient à 100%. Comment est-ce que les communautés queer et LGBT+, en France peuvent soutenir des personnes comme toi? Attends, parce que ça me touche. Est-ce que c'est un message pour les autres? Parce que des fois, on ne cherche pas un soutien
matériel, c'est plus un soutien moral. Et c'est plus important qu'autre chose. On n'est pas là pour être exploité. Ce que je sais, il y a des gens qui ont essayé de m'exploiter. Heureusement que je me dis j'ai un caractère, j'ai une fierté. Et ce côté-là, on a besoin plus ce côté mental. Et quand tu es isolé, tu restes isolé pendant 2 ans, 3 ans, ça pèse à un certain moment. Et donc, je me suis retrouvé une fois à pleurer. Je me dis, pourquoi je pleure? Je ne sais pas, j'ai commencé à pleurer. Et j'avais de la chance que mon ami il m'a laissé son appartement parce qu'il est parti en vacances. Il m'a laissé son appartement. Je lui ai dit, si tu veux, tu peux rester, ça te soulage un peu. Il savait que j'étais pas bien. Et en même temps, je gardais son chien et j'ai commencé à pleurer. Et c'est son chien qui m'a rapporté le soutien. Et donc, ça m'a donné de la force après. Je me dis, non, il faut avancer. C'est là que j'ai appris à dire, non, il ne faut pas rabaisser. C'est une seule présence. Te dire, je suis là. Ouvre ton cœur et parle. J'ai détesté pleurer, parce que c'est un truc en moi, je déteste pleurer, parce que je me dis, j'ai vu des choses horribles dans ma vie quand j'étais enfant. J'arrive ici, je me dis, putain, ça va être plus léger. En fin de compte, c'est de la merde. Je me dis, putain, je suis dans la merde encore. Je me dis, ouais, je vais m'en sortir comment? Moi, j'avais des hauts, des bas, sincèrement. J'avais des sentiments d'être heureux comme pas possible, comme j'avais des sentiments où j'étais écrasé comme pas possible. Mais j'avais de la chance que j'ai un caractère, parce que je vois d'autres personnes qui sont sobrées dans la drogue, qui sont entrées dans des chemins sombres. Et je me dis, heureusement que je ne m'ai jamais rabaissé. Je me suis dit, non, jamais, c'est pas moi. Et je ne tolère pas de me voir comme ça. Je lui dis, Riyad, non, c'est pas comme ça. Tu te vois pas comme ça dans 10 ans. Montre-toi que tu peux réussir. C'est quoi ton plus beau souvenir depuis que t'es arrivé en France? J'ai 2. Le premier, c'était le jour où j'ai découvert la maison de quartier et j'ai fait mon premier défilé avec la maison de quartier. Et j'ai défilé et j'étais content, je voyais tout le monde qui était là, je voyais le partage, j'ai partagé tout. Pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Et le deuxième, c'était le jour que j'ai eu mon logement social, l'H&M. Ça m'a fait du bien. J'ai pleuré, j'ai tombé par terre, tout ça. J'ai pleuré au travail, j'ai hurlé comme pas possible. Et je me suis dit, ah oui, enfin, une porte. Je commence à toucher le bout. Je me dis, ah non, j'ai touché le bout, je suis bien, c'est bon. J'ai pris mes affaires du foyer, je dis, je me barre, c'est bon. Au revoir le foyer. Les 10 mètres carrés, au revoir. Et là, je suis bien. Voilà, c'est les 2 jours que j'ai appréciés de toute ma vie depuis que je suis en France. C'était Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Vous pouvez retrouver tous nos autres contenus sur Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt!